Merci beaucoup Mathieu, merci d'avoir si bien posé les termes du débat, parce que j'espère qu'il y aura effectivement une discussion, j'espère être suffisamment bref pour pouvoir l'engager. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être là, très honoré aussi d'être accueilli dans votre université. Vous dites que c'est la mienne, j'en suis tout à fait fier et honoré, mais enfin, pour l'instant, j'ai considéré que c'est la vôtre, et que, évidemment, je vais aussi me placer sur cette ligne de dialogue franco-allemande, peut-être pour engager la discussion sur une scène qui a eu lieu il y a un peu plus de 100 ans, que vous connaissez bien. En 1919, Lucien Febvre fait une très fameuse conférence à l'université de Strasbourg, qui évidemment redevient la sienne. Et cette conférence, l'histoire face au vent, dans un monde en crise, elle va être un des textes fondateurs de l'école des Annales, fondé sur la nécessité peut-être sinon de casser l'ambiance, du moins de poser la question de ce que c'est que faire l'histoire. Et il pose la question comme suit, Lucien Febvre, il dit « Ai-je encore le droit ? Ai-je encore le droit, alors que les cendres sont à peine refroidies des ardeurs nationalistes causées aussi par cet art de faire parler le passé qu'on appelle l'histoire, ai-je encore le droit de m'abandonner à une vieille routine ?» écrivait-il, disait-il, ne doit-on pas plutôt réinventer une forme d'histoire qui parlera à toutes et tous, et nous sommes les filles et les fils de cette réinvention. Puisque, à ce moment-là, ce qui entre en crise en 1919, c'est ce qu'il va appeler le nationalisme méthodologique, c'est-à-dire le fait que l'histoire a été fondée, au fond, en Allemagne comme en France, au XIXe siècle, sur un projet de savoir, mais aussi une expérience politique qui consistait effectivement à forger des identités, des émotions d'appartenance et, au fond, à clore les sociétés sur elles-mêmes. Au même moment, en 1919, de l'autre côté du Rhin, deux sociologues prenaient la parole. D'abord, effectivement, vous le savez, Max Weber, pour poser la question de la vocation et de l'engagement, justement, chez le savant, avec, au fond, dans un cas comme dans l'autre, chez Lucien Febvre, comme chez Max Weber, une manière assez, qui peut nous paraître assez étonnante, mais je pense utile de la rappeler aujourd'hui, précisément pour poser la question sur cet enjeu de l'histoire publique et de l'histoire savante. L'histoire est effectivement en même temps une enquête. Nous sommes des travailleurs de la preuve, mais qui pouvons être exposés effectivement exposés dans tous les sens du terme, c'est-à-dire pas seulement mise en scène, mais fragilisés par effectivement une mise en avant dans l'espace public. Et Max Weber ne dégageait pas la science sociale de ses responsabilités face à la société. Au contraire, il construisait au fond une manière de militantisme de la science. Et pour prendre un troisième intervenant, toujours en 1919, et Marcel Mauss, lui, précisément, toujours sur cette frontière franco-allemande, commençait à se poser la question de la nation, se demandant si, au fond, pour lui, sociologue, qui ne s'était jamais vraiment intéressé à ça, la nation ne serait pas devenue un sujet trop sérieux pour être laissé aux nationalistes. Et son grand cours, qui a été assez récemment traduit en français sur la nation, eh bien, reprenait d'une certaine manière pied dans cette question que, disait-il, il avait eu le tort, au fond, d'abandonner. Et d'une certaine manière, je pense qu'est posée avec ces trois interventions la question qui nous rassemble et qui peut-être nous inquiète. Il y a les rapports effectivement entre, vous l'avez dit, histoire locale, histoire globale, mais les rapports entre engagement de l'historienne, de l'historien et, disons, éthique professionnelle et vocation du savant, qui ne veut pas dire neutralité, vous le savez bien, chez Max Weber, mais aussi, c'est le troisième point d'articulation entre l'histoire
disons, savante, universitaire, et l'histoire locale, engagée dans des territoires, et qui peuvent être aussi une manière de construire des lieux où on s'échange, où on partage le savoir. Et évidemment, j'ai entendu dans votre projet, dans le beau projet de séminaire dans lequel vous m'accueillez, ces trois dimensions, les rapports d'échelle, entre local et global, les rapports au fond éthiques entre l'enquête et l'engagement, et les rapports aussi, je dirais presque politiques, entre une histoire locale et une histoire savante, et les deux devant, au fond, reprendre langue, trouver les moyens, d'une certaine manière, d'entrer dans une conversation mondiale et une conversation engagée. Alors, pour poser les termes de cette question depuis ma propre expérience, que vous avez décrite dans ces versants à la fois individuels et collectifs, mais j'ai resté sur le versant collectif, donc arrivé à l'histoire mondiale de la France, je vais vous dire quelques mots, effectivement, de situation, en fait, de cette proposition qui, je suis absolument d'accord avec vous, n'est pas une proposition historiographique, c'est assez banal ce qu'on a fait sur le plan historiographique, qui est plutôt une proposition éditoriale et narrative, c'est-à-dire comment, au fond, restaurer un contrat de confiance entre un lectorat très élargi, celui qu'on a réussi dans ce livre à atteindre, et, disons, l'histoire critique, comment ne pas choisir entre un récit entraînant et les exigences de la méthode. Le livre a pu susciter quelques incompréhensions ou crispations identitaires, alors qu'en fait, son titre, presque oxymorique, Histoire mondiale de la France, visait à une réconciliation, c'est-à-dire à montrer, au fond, qu'on n'a pas à choisir. On n'a pas à choisir entre faire une histoire, disons, partagée, grand public, et une histoire exigeante, mais on n'a pas non plus à choisir entre faire une histoire nationale et faire une histoire mondiale, parce que, d'une certaine manière, la plupart des questions de l'histoire locale peuvent se traiter comme, je ne vais pas faire d'historiographie trop pointue, mais ce qu'on a appelé la microstoria globale, c'est-à-dire le fait que chaque lieu, tout lieu, sur Terre est fait de plus d'expériences que celles qui sont strictement limitées, cantonnées, avez-vous dit, à ce lieu. Voilà. Et que nous sommes à la fois d'ici et d'ailleurs. C'est d'une très grande banalité que de dire ça. Et on parlait d'objets. Je crois que beaucoup d'entre vous en master prennent l'objet, comme on l'avait fait d'ailleurs dans cette émission d'Arte, pour porte d'entrée, ce qui est tout à fait logique et dans l'air du temps, parce que effectivement, c'est la manière la plus simple de faire comprendre qu'un objet, il est ici et il vient d'ailleurs, il nous parle d'un endroit, le Jura, l'horloge, mais aussi évidemment du monde, pas tous les objets, pas tout le monde, et d'une certaine manière, c'est cette question des échelles du monde dont je voudrais dire un mot. Si je dis que l'histoire mondiale de la France était une réconciliation, c'est parce qu'effectivement, ça date de 2017, en France du moins, mais dans un contexte quand même globalement transnational, les rapports s'étaient, disons, crispés entre la world history, l'histoire globale, même si l'histoire globale n'est pas toujours globalisante, ce qu'on appelle l'histoire connectée est une manière plus souple de parler des rencontres que l'histoire globale, qui est une histoire souvent un peu vague, vue de haut et version mainstream des campus américains. Je voudrais commencer un petit peu avant 2017. En 2009, pour moi, en 2009, c'est un moment important parce que c'est mon premier grand chantier collectif, un livre qui s'appelle L'histoire du monde au XVe siècle, qui est déjà un gros livre avec 150 autrices et auteurs, et qui fait
effectivement, c'est presque l'inverse de l'histoire mondiale de la France. Ça ne prend pas un lieu en très grande durée, ça prend un siècle dans sa plus grande étendue. L'histoire du monde au XVe siècle. Si on avait voulu faire ça, ce n'est pas par rancœur vis-à-vis de l'histoire nationale. Moi, je n'ai rien à reprocher à l'histoire de France. J'en fais pas. Je fais de l'histoire de l'Italie. J'ai le droit aussi. Je veux dire, ce n'est pas par hargne vis-à-vis de la France. C'est qu'on a le droit de choisir ses sujets, mais effectivement, à partir de l'histoire des villes italiennes, j'ai pu effectivement élargir la focale jusqu'à l'Europe urbaine. J'ai fait un livre avec Denis Mingeot sur l'Europe urbaine, et puis même l'archipel urbain au niveau mondial, ce que j'ai fait avec Julien Loiseau, un spécialiste de l'Égypte mamelouk du XVe siècle. Et puis à partir de là, on s'est dit, on peut faire ça sur le monde. Bon, c'était une curiosité, une envie. C'était pas par méchanceté, c'était simplement parce qu'on avait envie, au fond, de lire ce livre, et comme personne ne l'avait écrit, ça c'est ce que je vous conseille, vous les plus jeunes, écrivez les livres que vous auriez aimé lire, et qui n'existent pas. Et dans ce cas-là, vous les faites vous-même, et tout va bien. Oui et non, parce qu'à ce moment-là, nous, on part avec ces intentions, qui sont des intentions louables et pacifiques, mais le climat se crispe un petit peu en France. À partir de 2007, la présidence de Nicolas Sarkozy, un ministère de l'identité nationale, l'exigence de faire effectivement des historiens qui devaient être enrôlés dans justement un musée qui s'appelait la Maison de l'Histoire de France. On était dans une grande querelle sur l'identité et tout est arrivé en même temps. 2009, c'est donc ce livre qui s'appelait l'Histoire du monde au XVe siècle, mais c'est aussi, par exemple, la traduction en français du grand livre de l'historien indien Dipesh Chakrabarty, Provincialiser l'Europe, et puis 2 ans plus tard, le livre de Romain Bertrand, L'histoire à parts égales. Enfin, vous voyez, il y a un contexte comme ça qui, de manière un peu accidentelle, parce que politique, va mettre en vis-à-vis, en face à face, et d'une certaine manière en chien de faïence, l'histoire nationale contre l'histoire mondiale, comme si d'une certaine manière on faisait de l'histoire du monde parce qu'on avait quelque chose à reprocher à la nation. Ce qui n'est pas vrai. Et ce qui, même si c'était vrai, serait inconséquent, comme le montre Marcel Mauss, parce que effectivement, l'échelle nationale, eh bien, c'est une échelle qui est, d'une certaine manière, aussi légitime qu'une autre, comme l'échelle locale ou l'échelle globale, parce que le monde n'est pas une échelle. Voilà ce qu'on essayait de montrer dans l'histoire du monde au XVe siècle, c'est que si le monde est un objet historique, alors c'est un tout petit objet pour le XVe siècle. Parce que le XVe siècle existe à peine pour l'histoire de la mondialisation, c'est le début, et le monde existe peu pour le XVe siècle. Il importe assez peu à un paysan jurassien que le monde existe. Son échelle n'est pas là, mais en revanche, il a un monde. Et ce monde, ce n'est pas exactement le globe. Le fait que le monde se confonde avec la Terre, ça a un nom, c'est la mondialisation, mais moi je suis médiéviste et je refuse d'être un expert des commencements, des balbutiements qui vont effectivement s'élargir et s'épanouir seulement au XIXe siècle. Même si Sylvain Venère et Pierre Saint-Garavelou ont, sur le modèle de l'histoire du monde au XVe siècle, fait une histoire du monde au XIXe siècle, c'est très intéressant de comparer ces 2 livres, parce qu'au fond, ils affrontent des difficultés symétriques. C'est difficile de faire l'histoire du monde au XVe siècle parce que le monde n'existe pas assez au XVe siècle, et c'est difficile de faire l'histoire du monde au XIXe siècle parce qu'il existe trop. C'est-à-dire que la mondialisation prend le dessus, est devant, et d'une certaine manière, ça nous empêche de comprendre que toutes les régions du monde, tous les mondes ne participent pas de la même manière, avec la même intensité, à la globalisation. Et que faire l'histoire du monde, ce n'est pas simplement faire l'histoire glorieuse
de la généalogie de la mondialisation, c'est faire l'histoire des anti-mondialisations, c'est-à-dire de la manière dont les sociétés produisent de la différence, c'est ce que les anthropologues nous disent, avec de la différence, de l'indifférence aux autres, avec de cette indifférence aux autres de l'hostilité, et ensuite viennent les linguistes, les géographes, les historiens pour naturaliser cette clôture des sociétés sur elles-mêmes. Et dire, bah oui, c'est normal, parce qu'il y a des langues, parce qu'il y a des rivières qui font des frontières naturelles, parce que c'est un pays, parce qu'il est de toute éternité, etc. Mais en réalité, c'est un mouvement puissant et assez commun à toutes les sociétés que de construire effectivement ces identités ou ces appartenances à partir justement de sa clôture. Bon. Donc, on avait cherché dans ce livre aussi à décrire une histoire d'un monde du XVe siècle qui échappait au début de la mondialisation. L'histoire mondiale de la France, comme son nom l'indique, se donnait les moyens narratifs, on en reparlera, par date, comme vous l'avez dit, de donner un aperçu à différents moments de l'histoire, en partant effectivement de la date pour une raison, j'allais dire, tactique, parce qu'il s'agissait de trouver la porte d'entrée la plus simple, la moins intimidante, la plus apparemment scolaire et facile pour subvertir, sournoisement, je vous l'accorde, un récit national. Et à partir de ces dates, qui étaient choisies, effectivement, vous l'avez dit, c'était soit des dates de l'histoire de France, pardon, j'ai un chat dans la gorge, qui pouvaient intéresser le monde entier, soit des dates de l'histoire du monde qui pouvaient intéresser la France. Par exemple, l'autre 11 septembre, le 11 septembre 1973, le coup d'État de Pinochet au Chili. Évidemment, ça ne nous a pas totalement échappé que ça ne se passe pas en France, mais ça a des répercussions en France. Ça blesse d'ailleurs quelque chose comme une conscience universelle. Il y a des réfugiés, il y a effectivement un événement à l'autre bout du monde qui a des impacts partout. Donc c'est une bonne façon de décrire effectivement ce que serait l'histoire mondiale ou globale d'un pays, en l'occurrence du bout du monde. Tous les moments de l'histoire de France ne se prêtent pas également à cette opération. Évidemment, il y a le monde de, je sais pas, on va dire de Saint-Louis, c'est quelque chose comme une Méditerranée qui est en train de basculer vers l'Eurasie. Le monde de Louis XIV, c'est l'Europe. Le monde de Napoléon, c'est encore autre chose. Mais vous voyez, à chaque moment, on ne raisonne pas en France constante. À chaque moment, sa France et son monde. Bon. Mais ce n'est pas le tout de l'histoire de France. Nous, on a juste fait une proposition qui est, au fond, assez modeste. Modeste parce qu'il s'agit de dire qu'on ne sait pas tout et qu'on peut se mettre à 150 pour faire un livre collectif. Bon. Et modeste parce que l'histoire mondiale de la France, ce n'est pas l'histoire de la France mondiale, ce n'est pas pour dire effectivement qu'on est une nation au-dessus des nations, c'est pour dire que tous les pays peuvent, ou toutes les échelles peuvent en faire autant, pourvu qu'on se souvienne, je le répète, que le monde n'est pas une échelle, que le monde n'est pas un objet, que le monde est un souci. C'est-à-dire qu'il y a une mondialité, c'est-à-dire qu'il y a un souci du monde qui fait dans tous les lieux de la Terre, ou presque, on peut, d'une certaine manière, éprouver une mondialité qui n'est pas contradictoire avec l'émotion de l'appartenance. Parce que sinon, si ce n'était pas le cas, alors nous serions, et là c'est la dimension politique,
nous serions pris dans une tenaille existentielle qui nous obligerait à choisir entre l'enracinement et le cosmopolitisme hors sol. Or, il ne s'agit ni de l'un ni de l'autre. Mais c'est très important de dire les limites de cette entreprise, ce qui permet effectivement de justifier toutes les autres, c'est-à-dire de justifier l'histoire locale dans effectivement sa capacité à produire de la microstoria globale ou pas. L'histoire effectivement des cantonnements, l'histoire des isolements, l'histoire des cloisonnements est aussi d'une certaine manière une histoire non globalisante, mais globale. L'histoire connectée, on a pu lui reprocher, à mon avis à juste titre, de reproduire le commerce facile et flatteur d'un touriste occidental d'avant le Covid, on va dire, dont le monde est le jardin et qui peut considérer que le métissage, la connexion est la forme ordinaire de commerce avec la mondialité. Mais c'est le cas de très peu de gens sur la Terre. Et d'une certaine manière, on en parlait depuis la chute du mur, eh bien, pour la plupart des pays qu'on n'appelle plus du tiers-monde, les horizons sont au contraire en train de s'étrécir. Et pour ce qu'on appelle la mondialisation, pour eux, représente plutôt des horizons bouchés, et de plus en plus bouchés. Donc, mondialisation et anti-mondialisation sont effectivement les deux manières de traiter les rapports entre histoire locale et histoire globale. Voilà pourquoi, au fond, ce qu'on a proposé est au fond, une manière, oui, de sortir de la tenaille, de sortir de cette contradiction mortifère, je l'ai dit, entre voilà, l'enracinement et le cosmopolitisme, entre l'histoire savante et l'histoire populaire, entre l'histoire narrative et l'histoire critique, entre l'histoire nationale et l'histoire globale, et de montrer au fond qu'on peut façonner nos objets comme on l'entend, et qu'il y a bien des manières de parler de Charlemagne ou de Louis XIV, et que moi, en soi, ça ne m'intéresse pas forcément plus qu'on me parle du sultan du Mali, de Mansa Moussa en 1324, ou de Philippe le Bel. Je veux dire, il y a des manières très ennuyeuses de parler des royautés africaines et très enthousiasmantes de parler des royautés européennes. Bon, simplement, on a le droit de faire l'un et l'autre, et la diversité de nos curiosités doit effectivement nous rassembler et nous permettre de faire récit, y compris de nos propres dispersions. Voilà. Donc ça, c'est, à mon avis, une ligne de conduite, mais il ne faut pas se crisper là-dessus, il ne faut pas s'énerver. Par exemple, on pourrait fort bien faire une histoire franco-française de la France, une histoire suisse de la Suisse. Ce qui est très intéressant, on pourra peut-être en parler, c'est que ce livre, qui est paru en 2017, il a été assez peu traduit. Il a été traduit aux États-Unis et en Chine. J'ai fait une tournée en Chine. Ils trouvaient ça intéressant. Mais à la question, et ça serait quoi une histoire mondiale de la Chine, il répondait, l'histoire mondiale de la Chine, c'est l'histoire de la Chine. La Chine et son monde. Donc c'est un exercice qui n'a pas le même sens ailleurs, et aux États-Unis probablement également, mais tant ils sont d'une certaine manière habitués à inscrire leur histoire impériale dans l'histoire transnationale, d'une certaine manière. Donc il a été assez peu traduit, il a intéressé dans beaucoup de pays européens. Assez intéressant d'ailleurs, quand je le suivais, de voir que c'est pas si évident que ça qu'on puisse, en Européens occidentaux,
enfourché, voilà, une sorte de cavalier léger antinationaliste. Si vous faites ça en Croatie ou en Slovénie, on va vous dire, mais vous êtes très très sympa, mais nous, l'histoire nationale, on aurait envie d'essayer, puisqu'on a interdit de le faire dans les jeunes nations. Donc, ce n'est pas si évident que ça. Et donc, assez peu traduit, mais beaucoup adapté. À ma connaissance, il y a eu 11 ou 12, je ne sais plus, livres qui, voilà, histoire mondiale de l'Italie, de l'Allemagne, pas de l'Angleterre, hein, évidemment, de l'Espagne, de la Catalogne, de la Sicile, des Pays-Bas, voilà, qui reprennent en fait exactement le même procédé narratif, qui n'est pas breveté, hein, c'est open source. Hein, donc, soit ils nous demandent, soit gentiment, ils nous demandent des préfaces, ou même pas. Voilà. J'ai fait la préface, par exemple, à la première, la Storia Mondiale dell'Italia, et c'est tout à fait intéressant parce que, bon, ce livre-là, quand même, en France, nous, on pensait qu'il était assez mesuré et qu'on allait se faire cogner des deux côtés. Bon. Et on s'est fait cogner que d'un côté. Enfin, c'était quand même très, très hémiplégique. Voilà. C'est-à-dire qu'on nous a quand même essentiellement accusés d'être des fossoyeurs du récit national, alors que quand on allait aux États-Unis, on se faisait également engueuler, mais parce qu'on ne parlait pas assez d'histoire coloniale, etc. Et quand on allait en Italie, on se faisait bien engueuler parce qu'on nous disait, bah ouais, vous, c'est encore la grande nation, quoi. Vous en faites des caisses sur la grandeur de la France. Bon. Ce qui est vrai aussi. Les deux sont vrais d'une certaine manière. L'histoire mondiale de l'Italie n'a provoqué aucun remous. Parce que raconter que dans un pays où il y a eu quand même l'Empire romain et la papauté, que l'histoire de ce pays est plus grande que ce pays, et qu'on peut le prendre en large, et qu'en agrandissant cette histoire, on ne rapetissait pas sa conscience historique, paraît assez naturel. C'est d'ailleurs bizarre qu'on pense le contraire. Mais en Espagne, mais en Catalogne, mais aux Pays-Bas, mais en Sicile, donc à la fois dans des pays, des nations et dans des régions qui aspirent à l'autonomie, adoptant le même modèle, on ne produit pas le même discours. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que j'ai maintenant comme projet de faire l'histoire comparée de ces histoires mondiales des pays européens, parce que c'est l'ensemble en constellation, en archipel, qui dessine quelque chose comme une histoire européenne. C'est-à-dire la manière dont les pays envisagent leur rapport au monde configure un espace politique qu'on pourrait appeler l'Europe. Bon. C'est pour ça que, des fois, on nous disait, mais pourquoi vous ne faites pas l'histoire européenne de la France? Et bien parce que l'histoire européenne, ça serait la traduction européenne de toutes leurs histoires mondiales. Mais, encore une fois, ce n'est qu'une petite chose. Il y a bien d'autres manières d'écrire l'histoire. C'est là-dessus que je voudrais terminer. Il y a d'autres manières d'écrire l'histoire. On parlait justement de vos projets de recherche, dont on va maintenant, j'espère, parler, du travail collectif, et notamment sur la chanson. C'est un très bel objet, la chanson. Je me souviens de ce grand livre d'Achille Mbembe, Politique de l'inimitié, où il dit, au fond, que ce qu'il appelle l'éthique du passant, c'est-à-dire le fait qu'on a le droit, dit-il, de ressentir cette émotion de l'appartenance dont je parlais, c'est-à-dire le fait de chanter pour soi-même les chansons de son pays, d'être attaché à l'endroit où on est né, pas parce qu'on lui attribue un privilège d'existence, pas parce qu'on pense qu'il est plus grand ou plus intense, pas parce qu'on prend pour rien ceux qui n'y sont pas, mais simplement parce qu'on y est né, par accident.
Et qu'apprendre à aimer l'endroit où on est né, c'est aussi apprendre à habiter un lieu sans se laisser habiter par lui. Apprendre, c'est se déprendre. C'est se déprendre effectivement des appartenances mortifères. Voilà. C'est ce que dit Achille Mbembe. Et il le dit avec cette métaphore que j'aime beaucoup. Voilà, moi, citoyen du monde, moi qui va puiser chez Frantz Fanon, chez Édouard Glissant, mon éthique du passant, j'ai le droit de chanter les chansons de mon enfance qui, d'une certaine manière, ne parlent qu'à moi et ne me plaisent qu'à moi. En Allemagne, par exemple, il y a une variété allemande qui ne parle qu'aux Allemands. C'est aussi le cas des Italiens, mais en revanche, vous connaissez une partie, mais une partie seulement, de la variété italienne qui est globale. On pourrait faire une histoire mondiale de Kalsum, par exemple, voilà, qui est à la fois voilà, une chanteuse identitaire de l'Égypte et au-delà du monde arabe, mais qui peut faire pleurer tout le monde dans le monde. Ça serait l'équivalent, on va dire, pour le monde francophone d'Édith Piaf. Mais quand on nous disait, alors, c'est quoi, ça serait quoi les autres dates de l'histoire mondiale de la France? Je me dis, par exemple, je vais vous dire une date qui n'aurait pas pu être, qui ne peut pas être dans l'histoire mondiale de la France, c'est par exemple la mort de Johnny Hallyday. Parce que la mort de Johnny Hallyday, ça n'intéresse que les Français. Il y a une histoire coloniale de Johnny Hallyday, son rapport à l'Algérie, etc. Mais il n'y a pas d'histoire mondiale. Ou alors son rapport aux États-Unis, mais bon, assez peu. Et ça serait très intéressant aussi de faire ça. De faire l'histoire locale de ce qui n'intéresse et de ce qui ne chante, dans tous les sens du terme, qu'à celles et ceux qui y sont. Voilà. C'est aussi ça le monde. Voilà. Et c'est pour cela, c'est là-dessus que je terminerai, voilà, il ne faut pas prêter à l'histoire du monde, ou à l'histoire mondiale, ou à l'histoire globale, des velléités hégémoniques. L'histoire du monde n'est pas tout le monde. C'est un tout monde au sens d'Édouard Glissant, mais ce n'est pas tout le monde. Et la chose qui m'a le plus troublé dans voilà, le débat public autour de ce livre, c'est que certains ont cru qu'on écrivait des livres pour en remplacer d'autres, ou pour en interdire d'autres. Mais pas du tout. On écrit des livres pour augmenter son savoir, sa curiosité. Et s'il y en a d'autres différents, ben c'est très bien aussi. Voilà. Et c'est ça qui est vachement important. Et c'est pour ça qu'il faut dire, si quelqu'un veut faire une histoire locale, du Jura ou d'ailleurs, qui n'a pas de dimension mondiale, c'est très bien aussi. Il n'y a aucun problème avec ça. Il y a des objets, effectivement, et ça marche bien avec les objets dont on voit bien qu'il est aisé d'en façonner une compréhension qui est multiscalaire, à plusieurs échelles, mais pas tous. Voilà. Et pour nous, pour ma génération, et là j'en terminerai vraiment là-dessus, il faut faire gaffe à ne pas, au fond, jamais être injonctif. Regardez par exemple ce qui est arrivé à ce grand livre de Romain Bertrand qui s'appelle Histoire à parts égales, que moi, j'ai beaucoup défendu aussi. Le titre est génial. Il claque comme un slogan, comme un drapeau, un soir de bataille. L'histoire à parts égales, à partir du moment où on dit ça, je fais une histoire à parts égales,
ben, on ringardise tout le reste. C'est-à-dire, qui est-ce qui voudrait faire après une histoire à parts inégales? C'est effectivement asymétrique. Bon. Mais quand il invente ce truc-là, ce garçon-là, Romain Bertrand, c'est pas pour emmerder le monde, c'est pour se libérer lui-même. Une innovation historiographique, c'est juste pour sortir d'un piège, d'une nasse, ce que j'ai appelé la tenaille. C'était le cas en 1919 avec Lucien Febvre, ça peut être le cas pour nous toutes et tous aujourd'hui. On invente une manière de s'en sortir. Et si ça marche publiquement, alors ce qui n'était rien d'autre qu'un échappatoire peut apparaître comme une nouvelle norme. Et ça, il ne faut pas. Donc, faites ce que vous voulez. Voilà. Merci.